BFM Business. Midi, l'heure H. L'invité. La crise sanitaire perturbe la saison des assemblées générales. Beaucoup d'entreprises ont choisi d'organiser des événements à huis clos, retransmis en visioconférence avec des votes d'actionnaires sur Internet. Et la crise sanitaire semble également avoir accéléré certaines transformations, notamment pour certaines d'entre elles, la prise de conscience des enjeux sociaux et environnementaux. On va en parler avec Olivier Deguerre, président de Fitrust. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. Certains souhaiteraient généraliser ces assemblées générales virtuelles à la manière de celles qui ont été organisées pendant la crise sanitaire. Vous n'y êtes pas particulièrement favorable. Pourquoi ? Non, parce qu'on voit bien aujourd'hui dans la réalité des assemblées générales virtuelles que les actionnaires ne peuvent pas poser de questions, si ce n'est des questions écrites avant l'assemblée générale, et les dirigeants ne lisant que celles qui leur paraissent, je dirais, compatibles avec ce qu'ils veulent répondre. Et il n'y a pas de questions orales, si ce n'est quelques entreprises qui ont accepté d'avoir des chats où vous pouvez poser des questions, mais on perd l'assemblée générale et le fait que les administrateurs et les dirigeants peuvent entendre et sentir le pouls des actionnaires, des questions qu'ils posent. Les petits actionnaires souvent posent de mauvaises questions, mais en fait on s'aperçoit que certaines questions de ces petits actionnaires sont des bonnes questions et peuvent être très importantes pour la stratégie de l'entreprise. C'est un problème de démocratie ? C'est un vrai problème de démocratie actionnariale, tout à fait. Et on espère que les entreprises pourront continuer à avoir des assemblées générales où on peut les suivre virtuellement, mais qu'elles se tiennent physiquement parce que c'est fondamental. Vous avez l'impression cette année que certaines entreprises ont profité, entre guillemets, de cette situation sanitaire exceptionnelle pour limiter la parole des actionnaires ? Bon, certaines oui. L'exemple peut-être le plus emblématique va être l'assemblée générale de Lagardère, où les réponses aux questions étaient quand même, je dirais très fortement, orientés, où les scrutateurs étaient le président et le directeur financier, et où on a l'impression que les actionnaires, notamment le fonds Ambert, qui aurait dû être scrutateur, n'ont pas eu la parole qu'ils souhaitaient. La crise sanitaire semble aussi, et je le disais en introduction, avoir accéléré certaines transformations. On a l'impression que les enjeux sociaux et environnementaux sont davantage sur la table. Le groupe Danone, notamment, veut se transformer en entreprise à mission, c'est-à-dire donner à l'entreprise des objectifs sociaux et environnementaux. C'est votre sentiment également ? Alors, accélération sur ces sujets-là, pas forcément tel quel, parce que dans le cas de Danone, ça fait plusieurs années que Emmanuel Faber avait annoncé qu'il voulait devenir entreprise à mission. Et c'est une excellente nouvelle que l'entreprise cotée se transforme en entreprise à mission, après tout le débat qu'il y a eu sur la loi Pacte il y a 2 ans, si vous vous rappelez, qui était quand même assez... Les gens étaient assez opposés à ça. On s'aperçoit quand même que les questions environnementales étaient déjà depuis longtemps au sein des débats dans les entreprises. Par contre, nous attendons que les questions sociales vont devenir de plus en plus importantes parce que la crise, elle est devant nous, elle n'est pas derrière nous. Alors justement, est-ce que ça va être la priorité des entreprises en sortie de crise de se préoccuper des enjeux sociaux alors qu'elles vont d'abord devoir redresser la barre ? C'est une question. Et personne ne sait aujourd'hui comment ça va être fait. Alors on voit qu'un certain nombre d'entreprises prennent un certain nombre de mesures, notamment de fonds pour accompagner les salariés en difficulté. Mais la question très forte, c'est les licenciements. Comment ça va se passer et quels vont être les plans de développement des entreprises dans un univers encore très incertain. Alors vous intervenez auprès des entreprises. Total, notamment, propose d'inclure la responsabilité sociale et environnementale dans les missions du Conseil. Et c'est une évolution, donc vous l'avez dit, rendue possible par la loi Pacte, et une évolution à laquelle vous êtes favorable. Alors on est très favorable, c'est même nous qui l'avons suggéré à Total, après de longues discussions il y a quelques années où nous étions intervenus pour déposer une résolution en 2011 sur les sables bitumineux au Canada, qui avait été rejetée par Total, et c'était une discussion très difficile. Petit à petit, on a réussi à rétablir un contact et discuter avec eux. Et il y a des investisseurs nationaux qui ont proposé une résolution d'ailleurs, comme celle qui a eu lieu chez Vinci, de modifier le rapport de gestion pour inclure ce qu'on appelle des critères de l'accord de Paris, scope 1, scope 2, scope 3, dans les statuts. Et nous pensons que c'est pas l'idéal, mais que par contre, de fait que les missions du Conseil portent la question sociale et environnementale au cœur de la mission, c'est fondamental parce que ça engage les administrateurs. Et ça, Total a repris notre proposition et le présente, nous en sommes très heureux. D'autres sociétés l'ont fait, parce qu'on peut lire Liquide ou Société Générale, mais Total, c'est un changement important parce que jusqu'à présent, ils considéraient que, quand on leur posait la question, ils n'étaient pas pour. Là, il y a un vrai changement, de stratégie et d'attitude de Total. Vous le proposez depuis plusieurs années et Total finalement vient de l'accepter. Pourquoi ce timing ? Est-ce que c'est en rapport avec la crise sanitaire ? Je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt en rapport avec un certain nombre d'investisseurs institutionnels qui étaient allés les voir sur ces sujets environnementaux depuis plusieurs années et qu'ils ont pris conscience de l'urgence de bouger
parce que, je dirais, l'environnement et la crise climatique est là, et que si une société pétrolière comme Total ne bouge pas, ils risquent d'avoir un problème avec leurs propres actionnaires. Certaines entreprises sont plus réticentes. Vinci, notamment, a refusé d'inscrire une résolution similaire lors de son Assemblée générale. Et ça, nous ne comprenons pas. Pourquoi Vinci a refusé une résolution d'actionnaires. Refuser une résolution d'actionnaires, alors c'était par TCI, un hedge fund très connu, mais c'est quand même important de laisser les actionnaires poser des questions, déposer des résolutions, et puis c'est aux autres actionnaires de décider et de dire s'ils sont d'accord ou pas. Donc on pense que c'est un vrai déni de démocratie actionnariale et que ça pose un vrai problème. Seulement un tiers des entreprises du CAC 40 a réduit ses émissions de gaz à effet de serre depuis la COP 21, donc depuis l'accord de Paris. On ne peut pas dire que ce bilan soit particulièrement reluisant pour les grands groupes français. Alors oui et non, parce que je pense qu'il y a certainement eu pour un certain nombre de grands groupes une prise de conscience un peu tardive de l'obligation de modifier leur stratégie. Là-dessus, réduire ses émissions de CO2, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 3 jours, ça se fait c'est plusieurs années. Donc ils ont toutes mis en place aujourd'hui. La plupart des entreprises maintenant, depuis quelques années, on leur pose la question de ce qu'on appelle les Science-Based Targets, qui sont des programmes avec des émissions pour l'accord de Paris pour 2050. Et on a vu petit à petit toutes les entreprises y bouger, adhérer et proposer des objectifs. Donc on y est sur le chemin. C'est pas assez rapide, c'est sûr, mais déjà il y a un premier pas qui a été fait. Le souci autour de la santé, et on en parlera tout à l'heure après midi et demi, mais la santé, l'environnement, la crise a quand même été un catalyseur positif quelque part. Alors la crise est à la fois un catalyseur positif où je pense que l'ensemble des acteurs dans les entreprises ont pris conscience de ces enjeux et c'est clair qu'aujourd'hui ils sont au cœur de leur réflexion. Par contre, la question cruciale, c'est effectivement la crise leur donnera-t-elle les moyens de pouvoir mettre en jeu ces transitions énergétiques ou climatiques. Si vous êtes une entreprise comme n'importe quelle entreprise aujourd'hui, notamment l'entreprise par exemple pétrolière, c'est absolument des investissements massifs pour changer de stratégie. Donc la question qu'il faut savoir, c'est est-ce que dans les années à venir, l'activité sera repartie suffisamment pour que les entreprises aient la capacité d'investir massivement. Et est-ce que ces investissements sont rentables avec un prix du baril, même si c'est un petit peu redressé récemment, est toujours très faible? Oui, je ne suis même plus sûr sur la question de la rentabilité pour la rentabilité aujourd'hui. Je pense que la question c'est le business model. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, dans 20, 30, 40 ans, on ne vivra pas dans le même monde. Et donc les entreprises qui ne modifieront pas au cœur de leur stratégie, ces entreprises vont avoir un problème de business model dans 20, 30 ans. Donc c'est même plus une question de prix du baril, c'est quelle sera mon entreprise dans 20, 30 ans. Autre sujet qui vous tient à cœur justement et dans le contexte de la crise actuelle, c'est la fragilité de certains écosystèmes et notamment la responsabilité des grands groupes par rapport à leurs sous-traitants. Vous avez envoyé un courrier à tous les dirigeants du CAC pour leur rappeler cette responsabilité. Tout à fait. On a effectivement fait ça parce qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de dirigeants du CAC hésitaient sur la question de payer des dividendes ou pas, que certains avaient des problèmes très importants existentiels, notamment le tourisme, l'aviation, mais il y en a un certain nombre d'autres qui se retrouvent avec des enjeux, n'avaient pas forcément pris conscience des enjeux. Et on se rend compte que tous leurs sous-traitants externes ont, eux, des énormes problématiques et des risques de faillite. Et Danone l'avait fait en 2008-2009 et avait proposé aux actionnaires de voter sur un fonds Danone écosystème. Et à l'époque, 99% des actionnaires avaient dit oui. Donc on a dit aux entreprises, pourquoi ne le faites-vous pas? Alors certaines ont commencé à le faire. Je pense que d'autres vont le faire et on espère que ce sera suivi. Parce que si les entreprises ne bougent pas et ne prennent pas en compte ces risques sociaux ou environnementaux, je pense qu'elles seront encore plus décriées par l'ensemble des citoyens. C'est important que ce message vienne de quelqu'un comme vous, qui représentez des actionnaires, puisque souvent les entreprises ont l'impression qu'elles doivent arbitrer entre les intérêts de leurs actionnaires et donc le paiement des dividendes et le risque social, comme vous dites. Tout à fait, on voit ce sujet-là, il est très frappant, mais en gros, il y a deux types d'actionnaires aujourd'hui. Les actionnaires que je vais appeler court terme, qui cherchent une rentabilité assez rapide, et vous avez des actionnaires long terme, et paradoxalement, les grands fonds de pension anglo-saxons sont des actionnaires de très long terme. Et quand vous gérez la retraite à 30, 40, 50 ans, votre question, c'est est-ce que l'entreprise dans laquelle j'ai investi existera encore dans 20 ou 30 ans? Donc vous êtes obligé de prendre en compte ces questions. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une association de très gros investisseurs institutionnels mondiaux qui se préoccupent de ces sujets-là, qui vont voir toutes les entreprises en disant que faites-vous pour demain et après-demain? Je vais prendre un raccourci, mais est-ce que la finance est en train de devenir plus morale? On a vu en début d'année le patron de BlackRock qui disait que l'investissement socialement responsable allait devenir la norme. Dans le cas que vous citez, c'est probablement moral par obligation, parce que quand vous avez vos gros fonds de pension américains qui viennent vous dire si vous ne modifiez pas votre stratégie, vous ne me gérerez plus, vous êtes obligé de le faire. Donc il y a une certaine partie de la finance qui devient morale par obligation. Je pense quand même qu'il y a énormément de financiers qui ont pris conscience des sujets, qui ont vu des opportunités. Et c'est là qui est intéressant, c'est que dire dans cette évolution, il y a des opportunités pour les entreprises et des opportunités pour les investissements. Donc je pense qu'au contraire, c'est plutôt vertueux ce qui va arriver dans le futur.
Merci beaucoup Olivier Deguerre d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes président de Fitrust.